Salut. Michel Simin. Beh, devo dire che è veramente ringrazio di cuore Michel per essere voluto essere anche quest'anno al Cinema Ritrovato. Michel non ha bisogno di nessuna presentazione, è semplicemente un mito della critica cinematografica. Il suo sguardo sul cinema è parte della storia del cinema e a Michel dobbiamo una quantità di scoperte nel corso dei decenni, ma soprattutto la tenuta di uno sguardo nel tempo. Alors, je vais parler en français. Et pour commencer, je voulais commencer en faisant une chose qui dit beaucoup sur la qualité de la revue, parce que c'est plutôt rare que je cite le web, mais je suis allé voir sur les sites du Positif et il y a une introduction au Positif qui est absolument parfaite et que je vais lire. Positif dont maintenant nous fêtons cette année, comme beaucoup d'autres, les 70e anniversaire. Positif est l'une des plus anciennes revues mensuelles de cinéma. Fondée à Lyon en 1952 par Bernard Charder, elle est coéditée par l'Institut Lumière et Actes Sud. Entièrement rédigée de façon bénévole, c'est une revue totalement indépendante, statut qui lui confère une grande liberté dont l'esprit de découverte et de partage fait sa réputation. La qualité des entretiens, des analyses, la richesse des iconographies, la recherche permanente des archives du passé, ainsi que les commentaires sur les œuvres novatrices du présent font de Positif une revue de référence pour les cinéphiles à l'échelle internationale. Elle a su reconnaître de leurs premiers films Stanley Kubrick, Andrei Tarkovsky, Pedro Almodovar, Wong Kar-wai, Maurice Pialat ou encore Jacques Audiard. Et la liste pourrait continuer pour beaucoup de temps. Dans un cinéma international qui se confronte à l'arrivée des plateformes, elle continue de revendiquer son goût pour un art de cinéaste, pour des auteurs sous-estimés et pour le cinéma comme vision du monde. Positif à cœur de soutenir et d'encourager la créativité du 7e art, ainsi que de favoriser l'émergence et la reconnaissance de ses talents. Je pense que c'est pas simple raconter qu'est-ce qu'on fait, et je pense que dans très peu de lignes, vous avez raconté une histoire exceptionnelle, unique. Et pour vous dire, ce soir, il y aura sur la piazza le film de Kira Muratova, Bref rencontre. Et alors, moi, en me préparant, je peux chercher à la bibliothèque les interviews à Kira Muratova. Et la première interview Kira Muratova a fait en Europe, c'était Michel qui l'a fait à l'occasion de la présence de Kira Muratova à la moitié des années 80 à Locarno. Donc pour nous, pour il Cinema Ritrovato, une revue comme Positif, c'est une source extraordinaire et je me répète, c'est la valeur d'un travail qui s'est fait un par un et toujours sur le même niveau, sur le même niveau de recherche, de regards éthiques. Mais j'ai pensé que pour fêter au Cinema Ritrovato cette année le 70e anniversaire de Positif, ça aurait été exceptionnel d'avoir Michel à parler de Francesco Rosi. Francesco Rosi, dont cette année nous fêtons le 100e anniversaire. Et comme souvent c'est arrivé,
ça a été plutôt la France, et très souvent c'était positif, à découvrir les grands metteurs en scène italiens et à lui donner une statut, une autorité. Alors, je commencerai pour te demander comment de répartir. Alors, quel est le premier film que tu as vu de Francesco Rosi et quand et quel était les regards des autres reviews, des autres critiques vis-à-vis de lui. Alors d'abord, merci beaucoup Gianluca de ton introduction. Je dois dire que nous sommes très fidèles à ta manifestation, les giornate, parce que c'est le même combat en fait que Positif a mené et que vous menez depuis tant d'années, c'est-à-dire c'est un contrepoids avec certains grands festivals comme Cannes ou la Mostra ou Berlin, la critique comme Positif et d'autres, ou comme les cahiers du cinéma, les manifestations comme toi du cinéma ancien qu'on redécouvre, c'est un peu le contrepoids contre ce qui se passe dans les salles de cinéma, dans le goût pour les blockbusters, pour la perte de la connaissance du passé, et que c'est important le combat que tous nous menons ensemble. Donc je tiens évidemment je suis très honoré de venir parler aujourd'hui de Francesco Rosi, de répondre à tes questions, parce que c'est un metteur en scène qui me touche beaucoup. C'est le deuxième livre que j'ai écrit sur lui. Le deuxième livre que j'ai écrit, c'était après Elia Kazan, des entretiens. Et ensuite, en 1966, le dossier Rosi, à l'époque, qui s'arrêtait évidemment à une partie de son œuvre que j'ai ensuite développée et qui est paru en italien au musée du cinéma de Turin. Alors, pour répondre à ta question, le premier film de Rosi que j'ai vu, c'était un peu dans la lignée de Kazan, c'est-à-dire c'était La Sfida. Ouais. Parce que I Magliari n'est jamais sorti en France. Si, il est sorti, mais beaucoup plus tard. La Sfida est le film de Rosi qui a été montré et qui était un très bon film social sur la mafia, etc., à Naples, sa ville natale. C'était un film qui témoignait de grande qualité, mais qui n'était pas un événement véritable comme certains films. La presse, en général, à part le fameux jugement de François Truffaut qui avait dit que c'est un film sans aucun intérêt et qu'il ne faut pas confondre Francesco Rosi avec le très grand Franco Rosi. Franco Rossi. Bon, voilà, on peut être un très bon metteur en scène et pas être un prophète. Donc, en dehors de cela, le film avait été bien accueilli, y compris dans Positif. Il y avait, je me rappelle, une critique de Michel Mardor, un très bon critique lyonnais, sur le film, sur 2 pages. Mais évidemment, le vrai choc, pour moi, ça a été Salvatore Giuliano. Ça fait partie des quelques grands films à la fin des années 60, à la fin des années 50, pardon, et au début des années 60, qui m'ont fait sentir un renouvellement complet du langage cinématographique. Il y avait Hiroshima, mon amour, il y avait La Ventura, il y avait Otto e Mezzo, il y avait Persona, il y avait The Servant. C'était des films exceptionnels. Et Rosi, dans sa catégorie, qu'on appelait à l'époque le cinéma politique, était évidemment le plus grand maître de ce domaine. Donc ça a été pour moi un bouleversement total, parce que je n'avais jamais vu un film de ce genre, qui donnait une sorte de modèle, qui d'ailleurs n'a jamais été suivi. Il n'y a pas d'héritier de Rosi véritable, car il y a beaucoup de cinéastes politiques, je pense à Costa Gavras, à Ken Loach, etc., qui tous admirent énormément Rosi, et même évidemment chez vous Gillo Pontecorvo. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont suivi la méthode de Rosi, qui était une méthode peut-être qui appartenait seulement à son auteur, et qui était le seul à avoir les capacités intellectuelles et artistiques pour faire ce cinéma révolutionnaire qu'était Salvatore Giuliano. Donc ça a été pour moi une grande découverte. Et je me rappelle que la première fois que j'ai vu Rosi, c'était à Venise,
à ma première Mostra en 1964. J'étais à l'hôtel Excelsior en train de boire un verre et j'ai vu arriver, je ne le connaissais pas, j'ai vu arriver un homme entouré de 5 ou 6 personnes qui marchait à une très grande vitesse, qui était en même temps entouré comme de conseillers politiques. On aurait dit que c'était Mattei lui-même, une sorte de boule de force, d'énergie qui marchait dans les couloirs de l'hôtel Excelsior sur la terrasse. Donc je l'ai interrompu pour lui dire mon admiration parce que je n'étais pas à Venise l'année d'avant où il avait eu le Lion d'Or pour Mani sulla Città, qui était très attaqué évidemment par la droite italienne, mais qui était évidemment un très très grand film. Et nous avons pris un rendez-vous ensuite pour l'année suivante et on a fait avec Goffredo Fofi et un ami de Fofi, Gianni Volpi je crois. Oui. Nous avons fait un entretien, le premier grand entretien avec Francesco Rosi. Voilà, ensuite, évidemment, on s'est revus très régulièrement, à chaque fois, pour parler de ses films, et jusqu'à ce que j'écrive ce livre en 1976, qui a réuni tous les entretiens que j'avais faits jusque-là, et ensuite, plus tard, évidemment, jusqu'au dernier film. Mais c'est cette impression d'énergie que l'on trouve dans tous ses films. C'est un cinéaste de l'énergie, de la force, Rosi, et je pense que j'étais très marqué par cette apparition. Oui, tu as touché beaucoup de questions. Bon, une chose que je dois dire, c'est parmi la force aussi, non seulement de Rosi, mais de Positif, c'est la qualité de la rédaction, non seulement la rédaction française, mais aussi les collaborations internationales. Et pour l'Italie, collaborateurs historiques étaient Goffredo Fofi, Gianni Volpi et Lorenzo Codelli, que je salue, qui est dans la salle depuis 50 ans. Bien sûr. Donc c'est aussi la qualité de voix, de présence dans les différents pays qui rend cette revue absolument unique. Donc tu as parlé, tu as touché beaucoup de questions, tu as parlé de méthode Rosi en disant, après, ça n'a pas fait une école. Tu dis souvent dans tes écrits sur Rosi qu'il n'a jamais été un auteur à la mode. Mais j'aimerais bien si tu nous dis qu'est-ce que c'est les méthodes Rosi. La méthode de Rosi, d'abord, il faut parler de sa formation. Il a été l'assistant de Visconti sur La Terra Trema, Bellissima. Donc et Senso, il a même dirigé une séquence de Senso que lui a laissé Visconti. Donc il y a un double héritage. Il y a l'héritage viscontien, c'est-à-dire le goût de la beauté, et puis un héritage rossellinien, le goût de la vérité, si on peut reprendre la phrase de Keats, « Truth is beauty, beauty is truth ». La beauté et la vérité et la beauté. Le cinéma de Rosi combine ces deux aspects. Mais les sujets que traite Rosi sont tellement puissants, tellement passionnants pour le citoyen qui va voir ces films, qui traitent des sujets, le sous-développement, la mafia, le pouvoir de l'État, etc., que j'ai remarqué que dans les conférences de presse, que ce soit à Venise ou à Cannes, il n'y a pratiquement aucune question sur le cinéma. C'est-à-dire que toute l'heure ou l'heure et demie de conférence de presse est monopolisée par des discussions politiques. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas regrettable, parce que c'est le but de Rosi de secouer le spectateur et de l'amener à s'interroger. Mais en même temps, c'est regrettable parce qu'on a affaire à un très grand cinéaste, un cinéaste qui est aussi un cinéaste de la beauté. Et ce qui est intéressant, c'est que la recherche de la vérité qui anime tous les films de Rosi se termine toujours par un point d'interrogation. C'est-à-dire que Rosi, à la différence de beaucoup de cinéastes politiques qui nous donnent les réponses que les spectateurs sont heureux d'entendre parce que les spectateurs veulent être réconfortés
par des solutions que leur donne le metteur en scène, les méchants, les bons. Rosie, évidemment, dénonce les méfaits de la société, mais en même temps, ces films se terminent toujours par des points d'interrogation, c'est-à-dire qu'ils les amènent le spectateur à réfléchir sur les rapports entre l'individu et la société, entre l'individu et l'État. Donc c'est un sujet très passionnant. C'est un sujet qui a été toujours l'inspiration du grand théâtre politique. Je pense à Shakespeare, je pense à Brecht, je pense à Corneille, qui sont des grands dramaturges du politique. Et pour moi, Rosie, c'est un dramaturge du politique. Mais par contre, ce dont on ne parle pas dans les conférences de presse, et sur lequel Rosie donne une réponse, c'est la beauté. Parce que la beauté, elle, est indiscutable. La vérité est très difficile à connaître, mais la beauté, il suffit de regarder les films. C'est-à-dire, si vous regardez les films de Rosie, on n'en parle pratiquement pas, mais il y a toujours des moments d'une poésie incroyable. Par exemple, Charles Vanel dans Cadavre exquis, qui marche parmi les cadavres près de Palerme, ou bien Enrico Mattei à 6h30 du matin est réveillé par le téléphone dans une chambre d'hôtel et on sent la fatigue, on sent l'homme qui va bientôt mourir sans doute dans cet accident d'avion. Quand on pense à Notola Rothsteiger sur un immeuble de Naples qui domine complètement la ville comme une sorte de Mabuse qui étend ses mains les mains sur la ville, Mani sulla città. Quand on pense à Gian Maria Volonte, encore dans Lucky Luciano, qui est interrogé par un commissaire près de l'aéroport peu avant sa crise cardiaque et qui va vers la fenêtre pour ouvrir la fenêtre et pour respirer au milieu de l'interrogatoire, ce sont des moments que l'on ne trouve pas d'habitude dans les films dits politiques. C'est des moments de grande poésie et de grande prégnance dramatique. Parce que je pense que Rosie, justement, a mêlé ces deux influences, l'influence rossellinienne et l'influence viscontienne, et qu'on n'en parle pas du tout de cette influence viscontienne qu'on retrouve dans tous ces films, et qui fait qu'il y a chez lui un mélange de rationalité et d'émotion, qui est très napolitain. C'est un napolitain, et Naples, c'est à la fois, c'est pas aux Italiens que je vais l'expliquer, c'est à la fois le pays des Lumières, la ville de l'intelligence rationnelle, des grands avocats, des grands juristes, des philosophes du XVIIIe comme Vico, et c'est en même temps le pays de la superstition, le pays des passions, le pays de la violence, etc. Donc Rosie, homme du Sud et napolitain, conjugue ces deux aspects qui se retrouvent dans son cinéma. On peut applaudir. Hein? Non, je dis ça parce que je pense que dans la réponse de Michel, il y avait la qualité exceptionnelle de son regard. Donc, s'il parle de Rosie, il parle non seulement de Visconti et Rossellini, mais il parle de Keats, il parle de Corneille, il parle de Shakespeare, il parle de la culture. Et ça, c'est une qualité vraiment extraordinaire. Le travail qu'il a fait pour mettre le cinéma à l'intérieur de l'histoire de la culture. Et je pense que ce n'est pas par hasard que, par exemple, Emmanuel Carrère, avant de devenir un des plus grands écrivains contemporains, était déjà critique à positif pour dire c'est via vaille entre la culture et le cinéma qui est une des règles de positif. Et alors, je n'ai pas tout à fait terminé ma réponse, c'est de ma faute, ouais, à ta question sur quelle est cette méthode de Rosie qui est exceptionnelle, qui a été admirée par Coppola, par Scorsese, par Ken Loach, par tous les metteurs en scène. Je vais revenir à Rossellini. Rossellini montrait la rue.
Il montrait ce qui se passait dans la rue, il montrait les gens dans la rue, et Zavattini et De Sica aussi. Par exemple, Umberto D, c'est 24 heures de la vie d'un homme. Et Rossellini filme dans Paisa les scènes de rue, les scènes du pot, etc. Ce que fait Rosi, qui est à mon avis différent, c'est qu'il nous montre la rue, comme les néoréalistes, mais il nous montre ce qui se passe derrière les portes du conseil municipal de Naples. C'est-à-dire qu'il fait un rapport entre la première séquence où un immeuble s'écroule et les habitants vont tous mourir dans l'écroulement de cet immeuble. Pourquoi cet immeuble s'est écroulé? Et ensuite, les portes s'ouvrent et on assiste au débat du conseil municipal de Naples et on voit l'activité des partis politiques, les alliances, le rôle de Notola, un affairiste, architecte, etc. Donc de mettre en rapport l'infiniment petit avec l'infiniment grand et de faire découvrir aux gens comment s'organise le pouvoir de l'État. Et je crois que c'est ça qui est un grand sujet. C'est le grand sujet, c'est le pouvoir. Pour moi, Rosi m'a dit un jour que le film qui l'a le plus marqué, c'est le M de Fritz Lang. Et c'est une démarche, Fritz Lang qui a influencé Eisenstein, Buñuel, Hitchcock. Eh bien, on peut dire aussi qu'il a influencé Rosi d'une autre façon par cette fascination pour le pouvoir, par la violence du pouvoir, et donc éclairer les gens sans donner de réponse sur les responsabilités du pouvoir et comment le pouvoir s'organise. Et évidemment, le sujet de prédilection, c'est la mafia, qui est un contre-pouvoir illégal auquel Rosi a consacré sa vie jusqu'à des derniers films comme Oubliez Palerme. Et je voudrais te demander, vu ta connaissance de Rosi, mais aussi ta connaissance de cinéaste, du passé et du présent, si c'est possible de créer comme une sorte de famille Rosi, si les parents d'autres metteurs en scène, tu as cité M, mais s'il est possible de créer à l'intérieur de l'histoire du cinéma une défiliation, de créer des liens entre metteurs en scène peut-être qui peuvent ne pas être connus, mais qui on voit maintenant, on peut voir des relations parmi leurs œuvres. Ben, écoute, je viens de citer Fritz Lang, ce thème du pouvoir, de la dimension dangereuse du pouvoir. Il y a plusieurs metteurs en scène auxquels on n'a jamais comparé Rosi, pour moi, que j'ai étudié, que j'ai rencontré, sur lesquels j'ai écrit des livres, qui sont, par exemple, Stanley Kubrick, sur Dr. Follabour. Évidemment, c'est un registre très différent de Rosi, mais c'est les mêmes préoccupations. Mankiewicz, l'affaire Cicéron, par exemple, sur l'espionnage, sur la volonté de puissance, incontestablement. Je cherche encore, il y a d'autres gens qui m'échappent en ce moment, qui ont joué un rôle assez semblable sur enfin, Lang, évidemment, qui est un peu à l'origine de cette réflexion. Ce sont des gens, pour moi, qui ont des choses en commun, qui ont une certaine fascination pour le pouvoir, sur l'autorité, parce que Rosi lui-même était un metteur en scène très directif, à la fois qui acceptait la contribution des gens. Je lisais récemment un bonus sur la bataille d'Alger, et par un très bon critique d'ailleurs, que je ne citerai pas, parce que c'est un peu dur ce que je vais dire, mais il disait, avec la bataille d'Alger, c'est la première fois qu'un cinéaste italien utilisait le peuple d'Alger, le peuple de la rue, pour jouer dans ses films. Mais 5 ans avant, il y avait Salvatore Giuliano, où Rosi a fait exactement la même chose, quand il fait le massacre de Portella della Ginestra, où la mafia tue les paysans communistes qui manifestent le 1er mai. Il tue. C'est une scène épique presque à la Eisenstein, et en même temps, c'est joué avec les gens qui étaient là au premier massacre. Rosi, dans Main basse sur la ville, il utilise aussi le peuple de Naples. Donc, dans Le Christ s'est arrêté à Eboli, il utilise des villageois de Eboli. Donc, dire que Pontecorvo, qui à moi-même a dit toujours
sa dette incalculable, évidemment avec le même scénariste Franco Solinas, sa dette incalculable à Rosi, de découvrir qu'aujourd'hui, en 2022, on ne sait pas que Salvatore Giuliano a été un tournant dans le cinéma politique et que Pontecorvo doit tout à Rosi pour son meilleur film. Oui, c'est comme tu dis. Je reviens un moment sur la méthode Rosi, parce que je me souviens quand a été donné les Lions d'Or à Rosi à Venise, Rosi a choisi les films qu'il voulait présenter, qui étaient les Camatei, Casomatei. Et donc on s'est occupé de la restauration, qui a été assez longue, et en plus Francesco était quelqu'un qui était d'une précision énorme, donc on a dû aller à Rome plusieurs fois pour trouver l'étalonnage qu'il voulait. Et aussi pour travailler sur les sons, donc même s'il était déjà très âgé, s'il faisait plus de films, mais il avait une lucidité absolue et une attention vis-à-vis de son œuvre exceptionnelle. Et donc on a présenté les Camatei à Venise, et l'impression des spectateurs, il y avait beaucoup des historiennes, vu que les Camatei, c'est un cas qui n'est pas encore résolu en Italie, mais quand même, dans les derniers 40 ans, on a découvert beaucoup de choses. La justice a découvert beaucoup de choses qui, à l'époque dans laquelle le film a été tourné, n'étaient pas établies. Donc un film quand on l'a présenté à Cannes, à Venise, daté de 40 ans et qui parlait d'événements réels, risque de vieillir de manière terrible parce que des épreuves peuvent être découvertes. Et tous les historiens présents ont dit on est stupéfait parce qu'il n'y a même pas une erreur dans les films. Donc, toutes les choses que la justice a découvertes après ne changent pas rien dans les films. Il faut enlever rien dans les films. Le regard historique de Francesco était parfait. Et Francesco a toujours expliqué l'énorme travail de recherche qui était derrière ces films. Et ses archives étaient énormes, donc il avait pour chaque film quelques armoires qui après a donné au musée de Turin. Mais donc, et c'est pas seulement ça, mais c'est la capacité de transformer toutes ces données dans un film. Donc, je ne sais pas quelle est la question, mais dans ta connaissance, est-ce que tu as connu d'autres metteurs en scène qui avaient ces mêmes méthodes qui à la fois scientifiques, sociologiques, d'historien, cette méthode qui, je dirais, c'est une méthodologie scientifique. Oui, alors évidemment, j'ai cité son nom tout à l'heure, c'est Kubrick. Kubrick avait une démarche très proche, très intéressante d'ailleurs, parce qu'à la fois, c'était évidemment quelqu'un, quand il s'occupait de l'espace pour 2001, qui faisait des recherches incroyables sur l'astronautique, etc., qui, quand il faisait Barry Lyndon, se renseignait sur tous les détails de la vie de Napoléon. Il avait une bibliothèque de 600 livres consacrés à Napoléon. Mais en même temps, il y avait cette volonté de contrôle aussi, il y avait cette rationalité, et en même temps, en tant que metteur en scène, il y avait, contrairement à Bresson, par exemple, qui faisait 60 prises, mais on ne savait pas pourquoi, personne ne comprenait, dans le cas de Kubrick,
il y avait toujours une raison pour laquelle il faisait tant de plans. Nicholson m'a dit, on ne discutait pas sur Shining. Il arrivait au meilleur plan que je pouvais faire à force d'obstination. Mais en même temps, une très grande souplesse avec les comédiens, comme Rosie, c'est-à-dire accepter l'accident, intégrer l'accident dans le tournage. Pas du tout la rigidité. La rigidité, oui, le sérieux et l'approche extrêmement précise, documentée, mais en même temps, une disponibilité vis-à-vis de l'accident. Et je pense que, sans vouloir, d'ailleurs, Kubrick admirait Rosie, bien sûr, comme tous les cinéastes pratiquement, sauf Truffaut, c'est une exception. Voilà. Donc, non, mais ce que je voudrais aussi peut-être revenir, c'est un sujet qui est présent dans tous les films de Rosie, c'est la mort. On peut dire qu'il voulait faire longtemps une version moderne de Jules César, de la mort de Jules César, Brutus. Et au fond, pratiquement presque tous les films, y compris Carmen, sont des films, c'est des réflexions sur un cadavre. Salvatore Giuliano, Mani sulla città, les cadavres des habitants, Lucky Luciano, l'affaire Mattei, Trois frères, c'est le père évidemment, Dimenticare Palermo, Cadavrixki. C'est toujours comment on en arrive là. La mort est au cœur du cinéma de Rosie. Elle est vraiment toujours présente. C'est une réflexion, comme je disais, c'est une réflexion sur un cadavre. Et d'ailleurs, le premier titre d'un autre film sur la mort, très beau film d'ailleurs, plus simple, plus classique, mais magnifiquement filmé, qui est Le moment de la vérité. D'ailleurs, le mot vérité est là. Et c'est tout de même la mort de Migueline dans l'arène. Et le premier titre, c'était Vivir, c'était un titre espagnol, Vivir desviviéndose, ce qui veut dire vivre en se dévivant, vivre en laissant couler son sang. C'est-à-dire cette idée de la mort et de la vie qui perd son sang. Vivir desviviéndose. Et je pense que tous les films illustrent, pratiquement tous les films de Rosie illustrent cette réflexion sur la mort. Et Rosie, c'est non seulement un grand réaliste, comme tu as dit, mais c'est aussi un metteur en scène qui cherche la beauté. Et alors, et à l'intérieur de sa filmographie, il y a des films étonnants qu'on ne penserait pas que quelqu'un qui a fait Salvatore Giuliano ou Le Camatei puisse faire aussi C'era una volta ou Carmen. Et alors moi, il y a deux films que j'associe qui sont une version rose et une version noire de la fable, qui sont très simples comme des fables. C'est effectivement C'era una volta, qui est la jeune paysanne qui va épouser le seigneur, qui est une sorte de conte de Basile, l'écrivain napolitain qui l'a adapté, et qui est une sorte de version rose assez inhabituelle chez Rosie, qu'il a accepté de faire. C'est Ponti, je crois, qui a produit, Ponti, oui, avec Sophia Loren et Omar Sharif. Et puis une version noire qui est Le moment de la vérité, qui est le contraire, qui est le petit paysan qui monte à la ville pour devenir matador et qui va mourir dans l'arène, manipulé par les agents, etc. Et puis tu as évidemment Carmen, ça c'est l'idée d'un grand producteur, surtout pour les opéras, qui est Toscan du Plantier, qui a fait un casting génial quand il a produit Don Giovanni avec Lauzet, que n'aurait pas fait le Rosie, qui a produit Carmen, que n'aurait pas fait Lauzet, qui a produit La Flûte enchantée de Bergman, que n'aurait pas fait ni Rosie ni Lauzet. Donc c'est un sens du casting, c'est ça les grands producteurs aussi à Hollywood, c'était de savoir à qui donner tel sujet parce qu'il était un expert dans ce sujet. Et Carmen, en même temps, c'est le côté espagnol de Rosie, comme Le moment de la vérité, comme Chronique d'une mort annoncée, qui d'ailleurs pourrait être le titre de tous les films de Rosie, Chronique d'une mort annoncée. Et évidemment, dans le cas de Rosie, il y a 3 films qui sont d'obédience espagnole. On sait que l'Espagne a gouverné Naples pendant des années.
Donc il retrouve aussi ses racines espagnoles à travers ces 3 films. Et on peut dire que Carmen, c'est une très grande réussite. J'avais été voir le tournage en Espagne, c'était assez passionnant. Et je pense que c'est un des grands opéras, d'ailleurs, que vous allez montrer, comme tu l'as dit. Oui, et c'est très étonnant comment c'est une grande opéra, mais à travers la mise en scène, à travers le regard de Rosie, devient du cinéma. Absolument. Et puis aussi cette découverte de cette chanteuse, Miguel S. Johnson, qui est aussi une très bonne actrice. C'est pas des cantatrices volumineuses qui sont là dans tous les films, qui jouent Carmen, qui sont plantureuses, etc. Non, c'est une femme comme une femme du peuple. Et je trouve que le film, on retrouve le vérisme de Rosie dans ce film. Parmi le film de Francesco Rosi, Lucky Luciano, c'est une des moins connues et plus méconnues. Et j'ai lu que tu as un amour particulier pour ce film. Oui, j'aime beaucoup Lucky Luciano. Je trouve que c'est un film presque peut-être un tournant dans son œuvre, où on va plus vers le méditatif, vers la mélancolie. Toute la dernière partie de Lucky Luciano, évidemment la première partie c'est un film de gangster, assez remarquable mais assez classique. Par contre, à partir du milieu du film, on voit un homme qui commence à décrocher, et toute la fin, par exemple, est absolument magnifique quand il se dirige vers l'aéroport, qu'il est souffrant, qu'il est interrogé par la police, etc., ou par les douanes. Et on voit, j'ai cité ce plan où il va respirer à la fenêtre, c'est aussi le complément de Mattei pour Gianmaria Volonté. Dans Mattei, il parle tout le temps, avec un débit de mitraillette, c'est un orateur extraordinaire. Et dans Lucky Luciano, c'est le silence total. Et je trouve que la façon de filmer Naples, la façon de filmer la Sicile, c'est une œuvre qui annonce les 3 frères, qui annonce les films ultérieurs, Le Christ s'est arrêté à Eboli, un peu Kadavreski. Donc c'est un film tournant qui n'a pas été compris parce qu'il est effectivement très, très elliptique. C'est des grands morceaux de cinéma, des grandes séquences. Il n'y a pas une trame narrative comme dans Mattei, où il y a tout de même la vie de Mattei. L'œuvre de Rosi traverse 40 ans, c'est 17 films. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont, comme tu as dit dans le cas de Lucky Luciano, les points tournants de cette œuvre? Giuliano, évidemment. Giuliano est un point tournant. Je pense Lucky Luciano est un autre point tournant. Et puis ensuite, il y a les films de la dernière période, ouverts par Le Christ s'est arrêté à Eboli. Il y a une version télévision qui est plus longue de 40-45 minutes que Criterion a sorti, mais qu'en Italie on connaît, qui n'est pas sortie en France. Et puis cette version magnifique du livre de Lévy. D'ailleurs, je voulais dire aussi, ce qui est intéressant, c'est que Lévy, Carlo Lévy, comme Chacha, comme Rosi, faisait partie de la gauche non communiste italienne. C'est très important parce que il était socialiste, il votait socialiste. On l'a souvent identifié au Parti communiste, c'est faux, il n'était pas communiste, il était évidemment pour l'alliance de gauche, mais je pense que le scepticisme qui existe chez Rosi, voire le pessimisme qui existe aussi chez Rosi, c'était un pessimiste, ça ne s'associe pas du tout avec le communisme, qui est un mouvement de l'espoir, qui croit que l'homme va s'améliorer sans cesse par les conquêtes sociales, comme le XXe siècle l'a prouvé avec Mao Tse-tung, Hitler, Staline. Évidemment, le siècle le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité ne fait pas confiance dans les progrès de l'homme. Et Rosi était conscient de tout cela. Donc il était, avec ce grand romancier, ce grand philosophe, et tous ces gens, et ce témoignage de Lévy aussi, de Lévy, ce sont des gens qui étaient dans une sorte de réformisme, d'alliance de gauche, mais dans une perspective réformiste et pas du tout dans une perspective révolutionnaire. Tout en disant, à la fin de Kadavreski, le secrétaire du parti dit « La vérité n'est pas toujours révolutionnaire », dit le leader communiste. Et pour cause, on sait très bien que les régimes communistes ont menti quasiment tout le temps dans leur histoire,
Mais le film contredit cette phrase du président du Parti communiste, parce que Kadavreski dit que la vérité est toujours révolutionnaire. C'est-à-dire le film dit la vérité que refuse de prononcer le secrétaire du Parti communiste. Donc ce n'est pas du tout Rosy qui parle quand le secrétaire parle. Il dit la vérité n'est pas révolutionnaire. Non, pas du tout. Son film est la réponse à cette dernière phrase du film. On va vers la fin de ces rencontres. Excuse-moi, je voulais, c'est une chose qui me vient à l'esprit à propos des tournants. Le Christ a été éboli, c'est un film ethnographique comme le roman, magnifique, avec les gens du village et aussi des grands interprètes comme Alain Cuny, comme François Simon, etc. Mais ce qui est magnifique dans le film, est que peu de cinéastes dits de gauche disent, il le dit, c'est presque une autocritique, quand le peintre Lévy sort du village, il est dans sa voiture et il regarde les gens à la fenêtre qui lui disent au revoir, etc. Il s'est nourri de ces gens pour écrire un chef-d'œuvre, mais les gens resteront ce qu'ils sont dans la misère absolue, et lui va devenir célèbre à cause de la vie de ces gens qu'il a restitués, et il va vivre à Turin comme un bourgeois confortable. C'est un peu, sans doute, un aveu de Rosy. Lui qui a dénoncé toujours avec force les iniquités, en même temps, il rentre chez lui, il est un cinéaste fêté, et les gens restent dans leur misère. Donc ce n'est pas du tout un échec de sa part, mais c'est la prise de conscience de quelque chose de terrible pour l'artiste engagé qui finalement ne fait pas grand-chose pour les gens. Il le fait par l'œuvre d'art, il le fait par le film. C'est le film qui va les aider peut-être, mais en même temps la misère du Sud reste souvent la même. On est dans l'année du centenaire de Rosy. Donc je voudrais te poser deux questions. L'une, c'est quelle est la modernité de Rosy? Quel est ce que tu penses, nous, qu'on va organiser de rétrospectives, qu'on va essayer de faire retrouver un public à ces films? Quels sont les axes sur lesquels nous devons travailler? Donc, quel est l'héritage pour aujourd'hui? Ça, c'est une question. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il y a des cinéastes comme Rosy, comme Kubrick, qui faisaient un travail d'interprétation de la réalité et de la société tellement profond, qui était un degré grâce à toutes leurs études, grâce à leur capacité de nous restituer une image de la société qui était aussi prophétique? Est-ce que la complexité de la modernité, de la modernité qu'on est en train de vivre, n'empêche pas aux metteurs en scène d'aujourd'hui de faire des chefs-d'œuvre comme les films de Rosy ou les films de Kubrick? Oui, alors la première question, c'est que notre époque n'est pas préparée à célébrer les films de Rosy parce que c'était un homme qui n'était pas du tout dans le show business, qui n'était pas du tout dans les déclarations à l'emporte-pièce, dans les paradoxes, dans l'effondrement des valeurs cinématographiques. C'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas s'intéresser à un homme qui est marqué par le sérieux, par la profondeur, par la complexité, par l'absence de réponse, dans une époque aujourd'hui où règnent les anathèmes, les condamnations, où aussi bien Woody Allen, par exemple, ne peut même plus être montré aux États-Unis, où les films sont poignardés par une bande de fanatiques. Donc on n'est plus du tout dans une époque de contradiction. D'autre part, tout étant un grand admirateur et un défendeur depuis toujours de Quentin Tarantino, dès son premier film, que Positif a beaucoup défendu et toute sa vie a défendu, je pense que les metteurs en scène superstars, rockstars, qui décident aujourd'hui
de la hiérarchie des valeurs et qui sont suivis par des millions de jeunes ou des centaines de milliers de jeunes n'est pas pour aider des gens comme Rosi. Moi, je me rappelle un dîner chez Rosi avec Sergio Corbucci. Sergio Corbucci était dans une admiration, ça se sentait pendant tout le repas, devant le grand maître qu'était Rosi. Il méprisait un peu son travail, à tort, parce qu'il a fait quelques jolis films, mais il n'aurait jamais imaginé qu'un jour, Tarantino ou Winding Refn, encore une fois comme des rockstars, comme Elvis Presley, disent Corbucci et Damiani sont les plus grands cinéastes italiens, plus importants que Fellini ou Rosi ou Antonioni. Ça n'existait pas. Et je le dis d'autant plus que Positif, dans les années 60, a beaucoup défendu le cinéma B. On a mis en couverture Le Masque du démon de Mario Bava, qui faisait ricaner la critique sérieuse. On a défendu Le Grand Silence de Corbucci. On a défendu des films, des westerns italiens. On a défendu Roger Corman. On a défendu Terence Fisher. Mais jamais de notre vie, nous pensions que ces cinéastes que nous défendions en disant il ne faut pas oublier cette série B, il y a de jolis films qu'il faut défendre. Jamais on n'aurait imaginé que Corbucci ou Mario Bava ou Terence Fisher seraient mis au-dessus des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Donc je pense qu'il y a une confusion des valeurs dramatiques aujourd'hui qui n'aide pas les films de Rosi. Et deuxièmement, je dirais la même chose pour ta deuxième question, c'est-à-dire je pense que notre époque est encore beaucoup plus complexe qu'il y a 40 ans ou 50 ans. Et aujourd'hui, on fait de très beaux films. Il y a des films que j'admire énormément, mais ce n'est pas du registre des films de Rosi, parce que justement, ou de Kubrick, parce que toute la complexité, l'interrelation entre tous les sujets qui se manifestent dans leurs films, ou chez Mankiewicz également, ou chez d'autres, ou chez René, par exemple, qui est un cinéaste majeur, de dialogue avec le passé, de dialogue avec le cinéma ancien, etc., plutôt que la radicalité absolue pour certains qui nous défendent des films qui n'ont pas de public. Je sais que Kubrick m'avait dit une chose très, très marquante dans un entretien que j'ai fait avec lui après Orange Mécanique. Il venait de faire 3 films révolutionnaires, Docteur Folamour, 2001, Orange Mécanique. Et c'est cet homme qui venait de faire des choses révolutionnaires qui commençait à me dire « Je crois qu'il faut revenir au passé. Il faut dialoguer avec le passé parce que l'originalité n'est pas tout. Il y a des films, ils sont peut-être originaux, mais sont-ils intéressants ?» Et ça me faisait penser à New York en 1964, en 2001, pardon, en 1968, quand 2001 est sorti, toute la critique new-yorkaise a assassiné 2001 en disant c'est un film abominable, crétin, ça ne veut rien dire, Kubrick n'a aucun intérêt, etc. Les mêmes critiques de l'establishment new-yorkais, je ne parle pas de la Californie ou de Chicago, mais New York, des snobs qui regardaient vers la France, ils disaient Andy Warhol, c'est prodigieux. Sleep, 8 heures, 20 minutes en boucle, 20 minutes en boucle d'un homme qui dort, ça c'est le cinéma. Eh bien je pensais à la phrase de Kubrick, c'est original, mais est-ce que c'est intéressant ? Et je pense que lui qui était un révolutionnaire, il allait s'engager avec ses films suivants, c'est-à-dire Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket, dans 3 films qui sont un dialogue avec le passé, où il revisite les genres, le film historique, le film d'horreur et le film de guerre, en dialoguant avec des autres films sur ces sujets-là, mais en apportant sa propre dimension qui était très originale. Et comme par hasard, ces 3 films ont une moins bonne critique, je parle dans le monde en général, que les 3 films précédents, alors que ce sont des films magnifiques. Mais il avait entamé une réflexion. Alors il y a le dernier film qui est un chef-d'œuvre, Eyes Wide Shut, mais là c'est autre chose, c'est son premier film d'auteur. Il faudrait continuer pour 2 jours à écouter Michel, mais je crois qu'on a eu un privilège d'écouter sa voix et de continuer à avoir le privilège de lire Positif, qui peut-être dans cette époque vraiment bizarre dans laquelle nous vivons, il y a des piliers qui résistent, et un de ces piliers s'appelle Positif. Grazie Michel.